Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous avons cet après-midi l'honneur, ou plutôt le plaisir, d'accueillir Madame Barbara Cassin pour une conversation sur le thème « Plus d'une langue, rempart contre la barbarie », point d'interrogation. Alors évidemment, on ne présente pas Barbara Cassin, et bien sûr, une fois qu'on a dit ça, on la présente quand même, succinctement du moins. Barbara Cassin est philologue, helléniste, philosophe, et notamment spécialiste des philosophes grecs. Elle a beaucoup travaillé sur ce que peuvent les mots. Je pense évidemment au monument que constitue le Dictionnaire des intraduisibles en 2004. Je pense à l'exposition Après Babel, traduire au Mucem en 2016-2017. Barbara Cassin est membre de l'Académie française depuis 2018. Bon, j'ai parlé d'une conversation, restons modestes, je vais surtout poser des questions à Barbara Cassin. Plus près, d'accord. Et d'abord, d'ailleurs, j'aimerais l'interroger sur le premier membre de phrase du titre, « Plus d'une langue ». Nous l'avons mis entre guillemets parce que, vous le savez sans doute, c'est la devise qui figure sur son épée d'académicienne. Et aussi parce que c'est une citation de Jacques Derrida. Mais dans sa concision, la formule « plus d'une langue » semble mystérieuse, comme un oracle delphique, j'avais envie de dire. Pouvez-vous nous préciser ce qu'il faut entendre par l'expression « plus d'une langue » ? Ouais, ça dit très bien ce que ça dit. Hein. Ça veut dire que il faut parler plus d'une langue pour se rendre compte qu'on parle une langue. Si on ne parle pas plus d'une langue, c'est-à-dire si on n'en flaire pas au moins deux, eh bien, on ne sait pas que c'est une langue que l'on parle. Et d'une certaine manière, on est grec à ce moment-là. Vous l'avez dit, je suis helléniste. J'ai vraiment, le grec est une langue pour moi véritablement extraordinaire. C'est la première fois que je me suis rendu compte, en faisant du grec, donc, que le français c'était pas du grec, qu'il y avait plusieurs langues. Voilà. Je me suis jamais rendu compte de ça en faisant de l'anglais, par exemple. Mais en faisant du grec, je me suis rendu compte que ça induisait une autre manière de penser, une autre manière de voir le monde. Et plus d'une langue, c'est la manière dont Jacques Derrida décrit ou définit de manière sauvage, dit-il, la déconstruction. Sa méthode. Déconstruire, c'est parler plus d'une langue. C'est-à-dire que c'est permettre de changer de point de vue. Déjà ça. Alors, c'est en ce sens que j'ai osé mettre ça sur mon épée d'académicienne, ce qui était quand même un peu gonflé, à l'Académie française, de choisir comme devise plus d'une langue. Voilà. Et je pense que c'est justement pour que le français ne soit pas la langue, comme le grec était, pour les Grecs, la langue. Donc, si on prend l'ensemble du titre de notre rencontre, plus d'une langue rempart contre la barbarie, c'est que pour les Grecs qui parlaient le grec, et pour qui le grec était par excellence le logos. Logos, c'est ce que les latins ont traduit par ratio et oratio, raison et discours. Autrement dit, c'est comme si la langue grecque se désignait elle-même comme la raison, comme la langue de tous, comme l'universel. Et du coup, ceux qui ne parlent pas le grec, eh bien, on n'est pas très sûr que ce soit des hommes comme nous, on n'est pas très sûr que ce soit des hommes, et on les appelle des barbares. Donc c'est pour cela que plus d'une langue est un rempart contre la barbarie. Quand on parle une seule langue et qu'on croit que c'est la langue par excellence, à ce moment-là, les autres font blablabla. Bla, bla. Et je le sais puisque je m'appelle Barbara. Ben, voilà. Les autres font blablabla, bla, c'est-à-dire que on n'est pas sûr qu'ils parlent, tout simplement. Merci. C'était justement la deuxième question que je voulais vous poser. Elle porte sur cet autre terme qui, dans le titre, mérite d'être développé ou précisé, c'est celui de barbarie. Alors, Barbara Cassin vient de nous expliquer ce que le terme de barbarie signifiait chez les Grecs, mais aujourd'hui,
Que serait la barbarie contre laquelle il faudrait se prémunir ou se battre? Et déjà chez les Grecs, il y avait un certain nombre d'exceptions ou enfin, il y avait un certain nombre de penseurs pour qui la barbarie, c'était de croire que l'autre était un barbare. Et ça, il y en a par exemple un que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai traduit, ça n'existait pas vraiment, une traduction de lui, il s'appelle Antiphon, Antiphon le sophiste. Et pour Antiphon le sophiste, celui qui pense que l'autre est un barbare, c'est lui le barbare. Voilà. Eh bien, je pense que cette définition va assez bien à nous aujourd'hui. Deux mots encore avant d'aborder le fond du sujet, sur la question justement de la pluralité ou de la diversité des langues. À la délégation générale à la langue française et aux langues de France, nous avons l'habitude de distinguer deux acceptions de ce terme. Nous distinguons le multilinguisme du plurilinguisme. Nous disons que le multilinguisme concerne les territoires. Un territoire est dit multilingue lorsque plusieurs langues sont pratiquées dans ce pays, cette région, ce territoire. Pour prendre des exemples tout proches, la Suisse est multilingue, la Belgique est multilingue, etc., etc. C'est même la norme dans de nombreux pays du monde, l'Afrique, voilà. Le plurilinguisme concernerait les individus. C'est-à-dire que un individu est plurilingue, c'est lui-même parle, ou comme le dit merveilleusement Barbara Cassin, flaire plusieurs langues. Il n'est peut-être pas nécessaire de les maîtriser pour être justement dans cette démarche qui permet de combattre la barbarie. Alors, sur cette question de la diversité des langues et de la conscience qu'on doit en avoir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que le rapport entre langue et culture est complètement circulaire et que chaque langue est en quelque sorte une vision du monde. Elle est grosse d'une histoire, d'une part, et d'autre part, elle porte cette histoire et d'une certaine manière, elle ouvre un certain monde. Moi, je prends toujours l'exemple de la manière dont on dit bonjour. Quand on dit bonjour, on vous souhaite une bonne journée. Hello, good morning, good morning. Bon. Mais quand on vous dit en grec quelque chose comme bonjour, on vous dit kairé. Et kairé, ça veut dire réjouis-toi, jouis. Et en latin, on vous dit vale, porte-toi bien. En autrichien, on pourrait vous dire grüß Gott. Dieu, je sais pas, gloire à Dieu, d'une certaine manière. Bon. Oui. Et en arabe, comme en hébreu, on vous souhaite la paix, salam, shalom. D'une certaine manière, le monde ne s'ouvre pas exactement pareil quand on vous salue de cette manière-là ou d'une autre. Donc c'est ça pour moi la différence des langues. C'est Dieu, c'est très peut-être celui qui a le mieux explicité cela, c'est Guillaume de Humboldt, Wilhelm von Humboldt, grand linguiste mais aussi grand diplomate, qui fin du 19e, allemand, a expliqué comment chaque langue ouvrait un monde. Et dans le dictionnaire que j'ai fait, mais ça sera peut-être votre question d'après, je l'ai court-circuite, excusez-moi, dans le dictionnaire des intraduisibles, qui est vraiment le travail qui m'a occupé pendant 15 ans, avec 150 personnes, dans ce travail-là, eh bien, nous avons travaillé justement sur les symptômes de différence des langues. Pourquoi c'est pas si simple de passer d'une langue à l'autre? Et pourquoi la traduction laisse quelque chose, heureusement, de différent à chaque fois. Donc, laisse quelque chose de la différence. Donc, le dictionnaire des intraduisibles, tout est traduisible, d'accord, on traduit tout, mais j'appelle intraduisible ce qu'on ne cesse pas de traduire.
ce qui ne se traduit pas si facilement que ça, ce qui ne cesse pas de ne pas se traduire. Et ce sont des symptômes de différence des langues. Mais vous voyez, tout est symptôme de différence des langues, puisque quand je vous dis bonjour, je vous dis pas Kairé ou Grusgot. Donc, ça vaut pour tout. Alors, vous avez abordé une question qui est redoutable, en tout cas pour les linguistes notamment, qui est cette question du rapport entre la langue, les langues, et la pensée, la vision du monde. On dit souvent une langue est une vision du monde, et on pourrait multiplier les exemples. On citait tout à l'heure, et je reprends à table avec Barbara Cassin, on citait une phrase de Virgílio Ferreira, un poète portugais. Je la citerai à nouveau en hommage à Diego Rodrigues. Je ne sais pas s'il nous écoute encore là. Virgílio Ferreira disait da minha língua ouve-se el mar. De ma langue, on entend la mer. Non pas de ma fenêtre, non pas de la ville où j'habite, mais de ma langue, on entend la mer. Comme s'il y avait un lien entre la langue portugaise et les questions maritimes. Et deuxième citation, et je m'arrête. J'aime beaucoup cette citation d'Amos Oz, le romancier israélien, dans ce qui est peut-être son chef-d'œuvre, une histoire d'amour et de ténèbres, où il dit, il raconte sa vie là, avec ses parents. Il y avait des livres partout. Papa lisait 16 ou 17 langues et en parlait 11 avec l'accent russe. Maman en parlait 4 ou 5 et en lisait 7 ou 8. Il discutait en russe et en polonais quand il ne voulait pas que je comprenne, ce qui était pratiquement toujours le cas. Je passe. Pour la culture, il lisait surtout en allemand et en anglais et rêvait probablement en yiddish. Et voici la citation. Mais à moi, ils n'enseignèrent que l'hébreu. Peut-être craignait-il que je succombe à mon tour au charme de la belle et fatale Europe si j'en connaissais les langues. Cette idée qu'il y a un lien, quelque chose de très fort entre une langue et une vision du monde, une personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport entre les langues et le monde tel que les langues les décrivent ou les perçoivent? Humboldt a une très très belle citation, enfin une très belle image. Il dit que les langues, c'est un panthéon, pas une église. Je trouve ça magnifique. Moi qui suis païenne, si je suis quelque chose, je trouve ça très beau. Les langues, c'est un panthéon, pas une église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une domination d'une langue, il n'y a pas, même si il y a des langues dominantes et des langues dominantes sur d'autres. Hein. C'est pas ça que je suis en train de contester. Mais d'une certaine manière, plus d'une langue, ça veut dire que toutes les langues sont à égale dignité en tant que langue. Donc c'est ça, un panthéon, pas une église. Et on peut dire que l'Europe, dont vous parlez dans cette citation, bien, elle a ceci de bien que c'est justement plus d'une langue. Et je pense que les 24 langues de l'Europe, c'est son trésor. Et d'une certaine manière, c'est simul et singulis, comme pour la comédie française. Hein. C'est ça qu'il faut chérir, je crois, en Europe. C'est la possibilité de plus d'une langue. Et j'ajouterais une deuxième phrase de Derrida, qui pour moi compte autant, c'est « une langue, ça n'appartient pas ». Donc ça ne fonctionne plus d'une langue que si une langue, ça n'appartient pas. C'est-à-dire on peut la partager, on peut justement la flairer, pas forcément la prendre, et on peut partager le monde qu'elle crée. Voilà. Derrida lui-même disait, encore une formule un peu paradoxale et mystérieuse, je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Oui, c'est pas si mystérieux que ça, parce que, comme il dit, ça fait allusion à quelque chose de très précis. Hein. Derrida, il était juif pied noir, et lorsque les juifs sont devenus non français, il avait comme seule langue le français, qui n'était plus sa langue, il n'était plus français.
Ce n'est qu'une langue et ça n'est pas la mienne. Revenons à cette affaire des langues et des visions du monde. Pour être pédant 5 minutes, mais après on va arrêter. Il y a deux linguistes américains, Sapir d'un côté, un de ses disciples, Worf de l'autre, qui avaient émis une hypothèse, on l'appelle l'hypothèse Sapir-Worf, une hypothèse un peu extrémiste, disant que, au fond, le monde n'existe que par rapport aux langues que l'on parle. Que dès l'instant qu'on ne connaît pas telle ou telle langue, eh bien, il y a toute une vision du monde qui nous échappe complètement, et que d'ailleurs la réalité est structurée par la langue que l'on parle. Exemple classique, et qui n'est pas de Sapir, et qui parle à l'helléniste que vous êtes, la métaphysique d'Aristote ne s'expliquerait que par la langue grecque. C'est à cause de la plasticité, on va dire, de la conjugaison grecque et du verbe être en particulier, que Aristote a pu décliner tout ce qu'il dit sur l'être. Ça n'aurait pas été possible dans une autre langue. Est-ce que, par rapport à cette hypothèse Sapir-Whorf, selon laquelle on ne peut voir le monde qu'à travers une langue précise, vous vous définissez comme disciple de ces linguistes, ou au contraire, vous pensez qu'en fait, toutes les langues peuvent traduire l'intégralité du visible et du dissible, même si chacune d'entre elles, évidemment, a une vision un peu particulière. Ah voilà, c'est pas contradictoire, vous venez de le dire. C'est bien ça. C'est-à-dire que, à la fois, une langue, c'est une certaine vision du monde, et à la fois, les langues, il existe la traduction. Les langues, on peut passer d'une langue à l'autre et d'une vision du monde à l'autre. La seule question, c'est, y a-t-il quelque part la langue par excellence, celle qui domine toutes les autres et qui les résume? C'est ce que les Grecs croyaient avec logos. Ils n'avaient même pas idée qu'il y en avait plusieurs. Hein? Même pas. Donc, le mot langue voulait dire le mot raison, et voulait dire le mot pensée, et voulait dire, en fait, tout rapport A sur B égale C sur D, c'est un logos. Bon, donc à partir de là, vous comprenez bien que il peut y avoir des pages de traduction du mot logos. Hein. Tout mis en rapport est un logos. Ça peut être une définition, ça peut être une fraction, ça peut être une démonstration, etc. Donc tout ça fonctionne, mais le point est de savoir si il y a quelque part une langue unique qui les vaut toutes. C'est ça la question. Et est-ce qu'il y a une langue universelle? Alors là, quand même, les philosophes s'y sont beaucoup attaqués. Ils ont essayé de trouver la langue universelle. Et d'une certaine manière, ils l'ont trouvée avec les mathématiques. C'est ça. Leibniz essaye de faire une caractéristique universelle, c'est-à-dire il essaye d'imaginer que nos pensées peuvent se décomposer en chiffres, qu'on peut les chiffrer, et qu'on va pouvoir s'asseoir quand on ne sera pas d'accord en disant « calculez-mousse, calculons », et on va voir qui se trompe. Évidemment, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, et on ne s'est jamais assis en disant « calculons ». Et ça n'a jamais mis personne d'accord. Mais l'idée, c'est d'arriver à de l'universel. Mais à part Leibniz et sa caractéristique universelle... Il y a Frege, il y en a beaucoup d'autres. Oui, mais il y a eu... Et il y a des ersatz. C'est ça. Il y a eu tous les gens qui ont essayé de créer, de manière artificielle, une langue universelle qui, non pas les remplacerait toutes peut-être, mais qui nous permettrait à tous de nous comprendre. Et sans doute la plus réussie ou la moins ratée serait l'espéranto de Zamenhof. Qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise généreuse, mais dont on ne peut pas dire qu'elle est beaucoup réussie, de l'espéranto? L'espéranto, c'est quand même une langue très particulière qui est faite de toutes les racines latino, etc. Germanico, bon, c'est-à-dire que c'est une langue hyper occidentale. Oui. Hein. Donc ça n'a aucun rapport avec une langue qui les vaudrait toutes.
Ça n'a aucun rapport avec les mathématiques, qui sont les mathématiques de Dieu, on va dire, pour Leibniz, comme pour tous les mathématiciens en général. Bon, donc c'est juste une langue qui rassemble les racines d'un certain nombre de langues et qui se fabrique à partir d'elles et qui n'a jamais, que je sache, écrit vraiment des œuvres. Il n'y a pas d'œuvre. Une langue, c'est un auteur et c'est des auteurs et des œuvres. Michel de Guy, qui était un grand poète qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, appelait ça le désespéranto. Hein, c'est désespérant. Si vous entendez de l'espéranto, mais j'espère qu'il n'y a pas d'espérantistes dans la salle parce que je me fais régulièrement engueuler par les espérantistes. Et poursuivre, hein, c'est-à-dire que je reçois des mails de haine. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'arrive pas à croire que c'est une langue. C'est pas une langue qu'on a envie de parler. Bon, et c'est pas non plus une langue qui rassemble, puisque bon, c'est juste. Oui, je trouve ça désespérant. Là, maintenant, il y a un espéranto actuel qui est le globish, qui est le global English, que tout le monde parle. On peut demander à un café de Shanghai à Tamanrasset en anglais. Pas en anglais, mais en globish, en global English, l'anglais mondialisé, qui est un anglais très particulier, qui a été fabriqué au fond, pour simplifier la vie des patrons, on va dire, des patrons capitalistes. Il a été fabriqué par Jean-Paul Nerrière, qui à l'époque avait je ne sais plus quel poste aux États-Unis dans une grande boîte américaine, et qui a trouvé que c'était très économique d'enseigner non à ses patrons une manière de parler qui leur permettait de se comprendre avec très peu de mots. Je crois que ça a, 800 mots, le globish de départ, le global English. Maintenant, on parle tous d'une certaine manière globish, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui on lui répond en anglais, mais pas du tout dans un anglais de Shakespeare ou de Jane Austen. On lui répond en globish. Et quand on s'adresse à quelqu'un dont on ne connaît pas la langue, on commence à lui parler globish. Where are the toilets, please? Ça marche. Alors, parfois, malheureusement, nous avons des problèmes très, très pratiques à résoudre. Je reste sur le sujet du globish et d'ailleurs et de l'anglais. Je songe à ce qu'on appelle ordinairement le casse-tête linguistique européen. Je parle d'administration ici, je ne parle évidemment pas de culture. 24 langues en Europe. Lorsque le traité de Rome dit, de manière un peu formelle, que toutes ces langues qui sont des langues officielles des États membres sont des langues officielles de l'Union européenne et que tout ce qu'on écrit ou tout ce qu'on dit dans une de ces langues doit être automatiquement traduit dans toutes les autres parce que les hommes politiques qui sont là n'ont pas l'obligation de parler les langues des autres et qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'on leur dit et qu'on comprenne ce qu'ils disent. Et donc, il faut traduire dans toutes les langues. Seulement, c'est ce qui était envisageable lorsque nous étions l'Europe des six. Les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce que c'est, mais moi, j'ai connu l'Europe des six. C'était relativement facile. Mais à 24 langues, il y a une formule mathématique toute simple qui dit cela, c'est n facteur de n-1. Ça veut dire le nombre de combinaisons d'interprètes qu'il faut pour traduire toutes les langues dans toutes les langues. Ça monte très vite, à 24 langues, faites le calcul, c'est 24 fois 23. Même dans les grandes salles de Bruxelles ou de Strasbourg, on n'a pas assez de place pour mettre toutes les cabines nécessaires. Et puis aller trouver à 3 heures du matin un couple de traducteurs, je ne sais pas moi, slovène, letton, pardon, et letton-slovène. Bon, c'est compliqué. Et donc on a cherché, je ne vais pas les détailler ici, c'est pas le sujet, mais on a cherché toutes sortes de solutions possibles, des langues pivots, bon. La réalité est que ça pose un problème et qu'en fait l'anglais a fini par s'imposer, en tout cas à l'oral, au Parlement européen,
comme la langue qui permettait aux uns de comprendre ce que disaient les autres. Est-ce que c'est du globish dans ces cas-là? Peut-être pas tout à fait. Ou bien? Je pense que si, mais il y a deux réalités là. La première, c'est que la traduction en Europe, ça coûte 1 café par an par Européen. Ouais, pas grand-chose. Et l'endroit où on parle effectivement toutes les langues en Europe, c'est la Cour de justice européenne, et dont un représentant siège parmi vous. Et enfin, et cette Cour de justice européenne, quand on introduit un cas dans une langue, il se passe un certain nombre de choses, mais le jugement rendu, le prononcé, est dans la langue du cas. Eh bien ça coûte 1 sucre dans le café. Quand même pas énorme. Bon. Donc l'argument de oh là là, est-ce que ça coûte cher, on va le mettre aux orties. En revanche, c'est vrai que les choses sont en train de changer terriblement avec la traduction automatique. Et c'est là qu'il est en train de se passer un certain nombre de choses extraordinaires avec la traduction pas seulement assistée par ordinateur, mais véritablement la traduction automatisée. Et là, il faut prendre un tournant juste. C'est-à-dire que je pense qu'il est très très intéressant et très passionnant de travailler à ce qui se passe aujourd'hui avec ChatGPT ou ce que vous voudrez, enfin avec Google Translate, ou plutôt encore avec la traduction neuronale, ce qu'on appelle la traduction neuronale avec plusieurs couches. Bon, il faut savoir que pour comprendre ce que ça implique. Ça implique que les machines sont nourries de tous les corpus qui sont sur le net et que la qualité est une propriété émergente de la quantité. C'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est que c'est pas forcément de la qualité qui émerge de la quantité, c'est pas une qualité pure. Il émerge des biais. Et ô combien! Parce que quand vous regardez ce qui se passe sur le net, quand vous regardez tous les textes du net, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de biais sexistes, beaucoup de biais racistes, beaucoup de biais de toutes sortes, qui sont engrangés par les machines. Donc ça devient un travail un nouveau travail, si vous voulez, d'essayer de les comprendre et de les débiaiser. Mais je pense que si vous avez essayé les traducteurs automatiques d'aujourd'hui, on est quand même extrêmement bluffé par leur qualité. DeepL, par exemple, je fais pas de la publicité pour ça, mais c'est un traducteur incroyable. Pas pour tout. C'est-à-dire qu'on comprend bien que ça fonctionne très bien entre le français et l'anglais. Ça fonctionne pas très bien, et même très mal, entre le français et le chinois. Bon. Donc, si vous voulez, là, il y a un saut qualitatif à investiguer et il faut être très très attentif à ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer quelque chose de nouveau, et je pense qu'on ne peut pas simplement l'ignorer en disant « Ah non, mais on est mieux traducteur humain ». Bien sûr, on est mieux traducteur humain. Les traducteurs humains ont toute leur place pour corriger la traduction machine et pour la réinventer à chaque fois. Mais c'est là que ça se passe en ce moment. Et il faut vraiment prendre cet élargissement-là. Je crois, on ne peut pas simplement dire Burke. C'est très important. Vous avez parlé tout à l'heure de l'égale dignité des langues. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion.
je pense tout à coup à, c'est pas une citation parce que je ne la reproduirai pas de mémoire, mais je garantis le contenu en tout cas. Quelque part, Proust, pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'art et ce qui fait la spécificité d'un artiste, explique, dans une formule un peu leibnizienne d'ailleurs, que chaque artiste est comme l'habitant unique d'une planète. Voilà, c'est un peu une monade, quoi. C'est l'habitant d'une planète. Et il peut la décrire, la planète qu'il habite lui tout seul. Le jour où il meurt, ben cette planète disparaît en quelque sorte des radars, puisqu'il en était le seul habitant et qu'il n'y a plus personne pour dire ce que c'était que cette planète. Eh ben, il en va de même certainement pour les langues. C'est-à-dire que les langues ne sont peut-être pas à classer ou à hiérarchiser en fonction du nombre de leurs locuteurs ou du PIB du pays où elles sont pratiquées, mais justement parce que chacune d'entre elles nous apporte une vision singulière, ouvre une fenêtre singulière sur le monde. Et donc, voilà ma question. Que faut-il penser de ces gens qui, un peu partout en France, s'efforcent de perpétuer, voire parfois de faire revivre quasiment, des langues régionales qui sont considérées parfois comme mortes ou en tout cas comme extrêmement menacées selon les critères de l'UNESCO, sachant, et j'en termine avec ma question qui était trop longue, sachant que la France est en Europe le pays qui compte le plus grand nombre et de loin de langues régionales, même en métropole. Même en métropole. Si vous ajoutez je ne sais plus, les 28 langues kanak, les 14 langues de Guyane et celles et les différents créoles, etc., qui sont pratiqués, on arrive, mon maître Cerchilini, je crois, en compte 72 de langues qui sont pratiquées en France. Alors, est-ce qu'il faut s'évertuer à préserver ces langues, à les maintenir, ou est-ce que, d'abord, est-ce que c'est une cause perdue, et est-ce que c'est surtout une cause valable? Je n'arriverai jamais à dire que effacer une langue soit une bonne tâche. Bon. Simplement, il faut comprendre cette histoire de France qui est liée à l'abbé Grégoire, c'est-à-dire qui est liée à la constitution de la nation française après la Révolution ou pendant la Révolution. Et de même l'abbé Grégoire a aidé à instituer des unités de mesure, le mètre, par exemple, eh bien, il a demandé qu'on éradique le patois. Et c'était pour constituer une unité de nation. Alors, on n'en est plus là. Et d'ailleurs, il me semble, moi qui habite en Corse, une partie de l'année, il me semble qu'il est très important de laisser les gens vivre avec la langue qu'ils veulent. Bon, si les patois, avec les guillemets, les dialectes, tout ce que vous voudrez, hein, ont envie de vivre, laissez-les vivre. Et comme les langues d'une manière générale, vous savez, un dialecte ou un patois, c'est une langue sans une armée. Bon, c'est un vieil adage en hébreu d'ailleurs, qui a été d'abord exprimé en hébreu. Bon, et moi, non seulement je les laisserai vivre, mais je les laisserai revivre. Et on voit par exemple beaucoup en ce moment, ça fait pas très longtemps, j'ai été au Mexique. On voit une extraordinaire reviviscence des langues mayas, etc., qui sont à nouveau cultivées. Eh bien, très bien. Je suis pour cette variété-là et vraiment pour qu'on les aide et qu'on les protège, mais pas comme des espèces menacées justement, qu'on les laisse vivre. Voilà. On dit souvent que les linguistes, les vrais, sont là pour observer les langues, les décrire et en rendre compte,
et sûrement pas pour légiférer, et sûrement pas pour influer sur la langue. Alors, c'est une thèse extrême et que je n'oserais pas soutenir devant une académicienne. Oh bah si, allez-y. Oui, je sais bien. Mais, la question d'intervenir de façon, j'allais dire autoritaire, mais en tout cas de mettre de l'argent, allez, sur une langue pour essayer de la guider, c'est une idée qui peut paraître étrange. Et pourtant, que de langues, à l'époque moderne et contemporaine, que de langues ont été sauvées parce que des gens, pour des raisons idéologiques, politiques, morales, et en y mettant les moyens, se sont mobilisés. Bon, le premier exemple qui vient à l'esprit est évidemment l'hébreu moderne. L'hébreu était une langue dans le formol, on va dire. Elle n'était pas morte, mais elle était dans le formol. Elle jouait le rôle du latin d'église parmi les juifs. Et aujourd'hui, c'est la langue prospère, vivante, inventive de tout un peuple. Mais je pourrais citer le catalan en Catalogne, qui ne se portait pas très bien au tournant du XXe siècle et qui est aujourd'hui la langue officielle de millions de personnes qui créent dans cette langue, qui vivent et qui aiment dans cette langue. On pourrait citer, exemple encore plus extraordinaire, le basque, qui lui était vraiment en voie d'extinction, et le basque qui est aujourd'hui pratiqué vraiment dans le Pays basque. Donc, la question est, faut-il, par la loi, parce que c'est ça qu'on essayait de faire à la DGLF-LF dont je parlais il y a un instant, on essayait en apportant de l'argent, mais aussi en demandant aux législateurs d'intervenir pour qu'au baccalauréat, on puisse présenter toutes les langues régionales et pour qu'on l'enseigne et pour qu'on crée des postes dans les lycées, dans les collèges pour des langues dont peut-être, si je vous les citais, vous ne reconnaîtriez même pas le nom, le picto-charentais. Quelqu'un parle le picto-charentais dans la salle? Eh bien, nous nous battions pour que la langue du Poitou-Charentes, c'est évidemment de cela qu'il s'agit, puisse être enseignée, puisse être apprise et qu'il existe des écoles bilingues où se pratique l'enseignement par immersion, vous savez, les calandrettes, les icastoles, etc. Donc, je vous repose la question, est-ce que ce sont des efforts l'argent est rare, comme vous le savez, l'argent public est rare. Est-ce que c'est un effort qu'il faut consentir et qui sert à quelque chose au nom, effectivement, de l'égale dignité des langues? Je ne sais pas. Encore une fois, moi je définis quand même une langue par ses auteurs et ses œuvres. C'est pas forcément des œuvres écrites, mais donc par ses locuteurs aussi. Donc aussi par la demande qui en est faite. Et si il y a une demande, j'aurais tendance à dire que oui. Mais s'il y a une législation ou des directives hors demande, des directives techniques, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Et voilà. De toute manière, je pense qu'une langue n'est jamais quelque chose de figé. C'est un flux. C'est un flux avec des imports et des exports. Donc, l'idée qu'on va figer une langue et qu'on va l'enseigner telle que figée, c'est une idée que je trouve folle. Bon, et que je trouve finalement fausse. Folle parce que fausse. L'un des grands intérêts que je trouve à l'Académie française, c'est que quand le dictionnaire de l'Académie française est fini, il recommence. C'est-à-dire que, voilà, la langue est un flux. Et c'est à la fois une norme et un usage. Donc, je ne me contenterai pas de la norme et je ferai confiance à l'usage. Vous avez parlé il y a un instant des langues et des œuvres. Et c'est un peu la question de l'œuf et de la poule. Je crois que c'est Méchenique qui disait, mais non, vous n'y êtes pas. Les œuvres ne sont pas les filles des langues. C'est les langues qui sont les filles des œuvres. Ce qu'on peut soutenir, par exemple, pour le Coran ou pour la Bible, l'arabe ou l'hébreu n'existe que parce que ce sont les filles, en tant que langue, les filles encore une fois, du Coran ou de la Bible, et on pourrait multiplier les exemples.
Est-ce que vous iriez jusqu'à inverser en effet cette filiation et dire que les langues n'existent que parce qu'il y a des œuvres? Mais non, je n'aime pas beaucoup ce ne que. Oui. Vous l'avez dit vous-même, c'est l'œuf et la poule. Donc non. Et l'arabe n'existe pas seulement parce qu'il y a le Coran. C'est la deuxième langue de France. La deuxième langue la plus parlée en France. Dans la DGLF, LF le sait très bien. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais qu'on revienne sur la question de la traduction que vous avez abordée à un moment. Vous savez, un jour, quelqu'un a demandé à Umberto Eco quel était, sans doute pour le coller, c'est un journaliste, je crois, qui voulait le mettre dans l'embarras, il lui demande quelle est la langue de l'Europe, monsieur Eco? Et superbement, du tac au tac, Umberto Eco répond, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Oui. Et ça, c'est une formule, moi, qui m'intéresse bien, parce que là, pour le coup, je dirais qu'il y a un lien très fort entre le combat contre la barbarie qu'on peut mener au nom de la pluralité des langues et le combat que nous menons tous les jours ou que nous nous efforçons de mener tous les jours à la LICRA, puisque c'est la LICRA qui organise en partenariat avec le Festival d'Avignon ce débat, c'est-à-dire le combat contre les préjugés, racisme, antisémitisme, discrimination de toutes sortes, fondée sur le genre ou autre. Donc voilà, est-ce que la traduction est au fond cette langue universelle introuvable que nous recherchions tout à l'heure? Moi, je me méfie de l'universel. Donc, c'est pas ça que je cherche. Je pense que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Et je pense que notre manière de concevoir la traduction, c'est aussi une manière un peu singulière, on va dire, assez européenne. Mais cette phrase d'Umberto Eco, je la cite tout le temps. En effet, vous avez raison, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Mais quelqu'un comme Jacques Lacan disait aussi, qu'est-ce que la métalangue sinon la traduction? Et puis, il y a la traduction comme universel latéral. Ça me convient à peu près. Pas un universel de surplomb, mais un universel latéral. Bon, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un universel tolérable. Voilà, on va dire. Donc oui, je suis d'accord pour dire que la traduction, c'est aussi indispensable que la parole. Mais allons plus loin. La traduction, c'est une technique, si l'on veut, c'est un métier, mais c'est aussi une attitude, me semble-t-il, et qui peut-être, on se vante peut-être un peu, nous autres Européens, quand nous disons cela, mais qui nous distinguerait de certains autres États impériaux, allez, on ne va pas les citer. Nous sommes dans la traduction, c'est-à-dire nous sommes dans l'écoute de la différence. Voilà. C'est-à-dire que la traduction n'a, à mon sens, d'intérêt que quand on s'intéresse à ces difficultés. Ce qui m'intéresse dans la traduction, c'est ce qui passe pas tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça intraduisible, mais tout est traduisible. Mais c'est les symptômes de différence des langues. Ça, c'est passionnant. Parce que c'est passionnant, parce que c'est gros d'une culture et justement de ce qu'on appelait à un moment donné vision du monde, ce qu'on a appelé dans notre conversation vision du monde. Bon, même s'il s'agit de presque la même chose, ce presque est tout à fait passionnant. Bon, j'ai envie de prendre un exemple. Alors, j'ai fait plusieurs expositions sur la traduction et l'une d'entre elles commençait par qu'est-ce qu'il pleut? Qu'est-ce qu'il pleut? Ben, à peu près partout, il pleut des trombes ou même comme vache qui pisse. Ça, on le trouve presque partout. Mais qu'est-ce qui pleut vraiment? Eh bien, il pleut des hallebardes, des cordes, cats and dogs, des bâtons de chaise, des cailloux en wolof, des petits couteaux, des canifs en portugais. Bon, ça c'est quand même assez passionnant. Donc, comment est-ce qu'on se représente les choses? Eh bien, à mon avis, l'intérêt de tout ça, c'est, Humboldt le disait très bien, d'élargir notre vision du monde. À chaque fois, il y a une nouvelle composante de cette vision du monde
de cette vision d'un monde qui constituerait le monde. Voilà. Alors, je vais vous passer la parole dans un instant. Vous avez probablement ou des questions à poser à Madame Cassin ou des remarques à lui faire. Je voulais terminer sur, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une interrogation que j'ai. Quand on dit souvent, Madame Cassin l'a dit il y a un instant, et je le pense aussi, que les Grecs avaient cette conception d'un logos universel, unique en tout cas, et qui tenait à la langue grecque. Mais même à l'époque ancienne, même dans l'Antiquité, la langue grecque était très diverse. Je veux dire qu'entre le dialecte ionien, je ne sais pas moi, l'arcado-cypriote, le thraco-phrygien, les théo-cappadociens et quelques autres dialectes, c'était pas, l'intercompréhension n'était même pas totalement assurée. Et tous ceux qui sont un peu hellénistes se souviennent d'avoir sué sang et eau sur des textes grecs qu'on leur donnait, mais qui ressemblaient pas aux grecs attiques qu'on leur enseignait en grammaire. Alors, les Grecs n'avaient-ils pas conscience, avant la koiné, avant l'unification de la langue grecque, ils n'avaient pas conscience de cette diversité des dialectes grecs? Si, mais ça n'a rien à voir avec le terme logos, vous voyez. Le problème est que logos, ça couvre toute cette diversité qui n'est pas qui n'a aucun intérêt en tant que diversité. Ça n'a d'intérêt qu'en tant que mise en rapport. Logos, c'est le rapport. Donc, vous pensez et vous parlez comme ça, en logos. Bon, donc c'est plus fort, plus violent, vous voyez. Et il a fallu Momigliano pour parler des sagesses barbares. C'est compliqué. Quand vous regardez dans l'Iliade et l'Odyssée, comment les chefs grecs parlent, c'est des chefs grecs de partout. Ils parlent toutes ces langues-là, bizarres, mais ils se font comprendre. Il y a une intercompréhension et ils se font comprendre. C'est pas la question. Bon, voilà. C'est pas la question n'est pas la différence des langues. Elle est au contraire que tout ça, ça roule. Bon, un peu comme aujourd'hui en Globish. Ça roule. Mais le problème est de savoir, j'ai pas assez insisté, c'est pour ça que j'aimerais juste revenir là-dessus. Le problème, pour moi, du Global English, c'est ce qui se passe en Europe, justement. C'est-à-dire que l'une des choses les pires, à mon avis, alors, si j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles, c'est contre deux ennemis. Le premier ennemi, c'est ce que j'ai appelé le nationalisme ontologique. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des langues supérieures à d'autres et qu'elles sont mieux enracinées dans un peuple et dans une race. Ça, je cite Heidegger. Donc, les Grecs, s'étaient enracinés quand même, et évidemment, aparté post, relu par Heidegger, c'est enraciné dans un peuple et dans une race, le grec. Bon. Et l'allemand, encore plus grec que le grec. Bon. Donc ça, c'est non. Et la deuxième chose qui est non pour moi, c'est le Global English, le Globish, qui fait que nos langues, le français, l'anglais, sont jamais que des dialectes à parler chez soi. Et que quand on veut se parler, quand on parle en Europe, eh bien, on parle avec moins de mots et avec beaucoup moins d'intelligence, et on parle le Global English. Et ce qu'il y a de très conséquent avec cela, c'est que quand vous êtes, par exemple, au CNRS, ce qui était mon cas, et que vous faites un dossier pour l'Europe pour avoir de l'argent pour pouvoir travailler, eh bien, vous devez le faire en globish. Si vous le faites vraiment en anglais, personne ne va vous comprendre. Ah, non, absolument personne. Personne ne parle un bon anglais. Sauf des anglais que personne ne comprend, justement. Et, oui, c'est malheureusement vrai. C'est-à-dire que quand vous allez dans un colloque, la seule personne qu'on ne comprenne pas, c'est l'anglais de souche, qui va vous parler oxonien. Bon. En revanche, tout le monde comprend un Global English qui va être la langue des experts, une espèce de langue d'expertise qui aura éradiqué ce qui fait de l'anglais une langue et qui va faire une espèce de bouli-boulga qui va servir à finalement demander des sous.
Et c'est ça. Pour moi, quand je vous disais qu'une langue, c'est des auteurs et des œuvres, eh bien, pour moi, les œuvres du Globish, ce sont les dossiers qu'on adresse à l'Europe. Et donc, ça, c'est catastrophique. C'est aussi catastrophique que le nationalisme ontologique à la Heidegger, ou voilà. Je voudrais maintenant passer la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Ah oui, il arrive. Il y a un monsieur au premier rang, là. Je commencerai par vous remercier tous les deux pour cet échange très enrichissant. Je voudrais faire un commentaire et une question. Le commentaire s'adresse à Abraham Benjo, si tu permets, Abraham. Tu as parlé tout à l'heure, tu as employé le mot métropole pour désigner notre pays hors territoire éloigné. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui disait qu'il ne faut plus utiliser ce mot métropole parce qu'il y a une connotation colonialiste derrière. Or, je sais bien que tu n'es pas un colonialiste, donc je ne suis pas inquiet, mais voilà, ça m'a fait réagir. La question, elle concerne le travail qui a été réalisé par Nourit Aviv autour des langues, justement, mais peut-être avec un aspect qui n'a pas été évoqué par vous, Madame Cassin, c'est le passage d'une langue à l'autre par une personne qui, du fait de son histoire personnelle, passe d'un pays à un autre et est obligée de changer de langue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Nourit en a très bien parlé, en effet. Obligé de changer de langue, le problème est de savoir si on ne peut plus parler la première. À mon avis, il y a une grosse différence entre acquérir une langue de plus et la parler, et être obligé de ne plus parler sa langue, on va dire maternelle, sa langue d'origine. Donc, acquérir une langue de plus, parfait. Être obligé d'oublier sa langue, c'est-à-dire faire comme on faisait lorsqu'on enseignait en Afrique, mettre un caillou, hein, ou même en Bretagne, lorsque l'enfant parlait sa langue, lui faire porter ce caillou infamant, ça, c'est grave. Et ce que je trouve vraiment important, c'est de permettre d'avoir plusieurs langues, plus d'une langue. C'est pour moi essentiel. Par exemple, quand je travaille avec des enfants qui arrivent, les classes qu'on appelle les classes du PE2A maintenant, c'est-à-dire les classes d'accueil, des enfants qui arrivent, eh bien, on leur apprend aussi le français. Et ils peuvent changer de langue. Ils apprennent à passer d'une langue à l'autre, à shifter d'une langue à l'autre, lorsqu'ils en ont besoin. Nourit Aviv, par exemple, je l'ai interviewé récemment, et sur est-ce qu'il y a des mots qui te fuient? Il dit oui, il y en a. Enfin, c'est pas grave, ils arrivent dans une autre langue. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est très important. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alternance codique. Et notamment à Marseille, on avait fait des petits films absolument magnifiques où on voyait des alternances codiques avec des gens. Donc, notamment 2 jeunes filles adorables qui étaient là au bord du port. Et alors, elles se parlaient arabe, elles se faisaient des confidences amoureuses, et tout d'un coup, on entendait la fille qui disait « Oh, et il était beau !» Voilà. Si je puis me permettre aussi un mot de réponse à Claude, puisqu'il m'appelle par mon nom, je lui donne le sien aussi, pour te dire que, bon, d'abord sur Métropole, tu as 1000 fois raison. Je voulais juste distinguer l'Hexagone de territoires comme la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, etc. Mais tu as 1000 fois raison. Je n'essaye pas de défendre ma position. Sur la question des langues maternelles, c'est une question passionnante. Pardon de me prendre en exemple, mais je suis un cas un peu bizarre. Je suis né à Tanger, au Maroc. C'était pas exactement le Maroc à l'époque, c'est une zone internationale.
Ma langue maternelle était l'espagnol, le judéo-espagnol. Disons l'espagnol pour aller vite. Ma langue maternelle, voilà. À 5 ans, j'ai commencé à parler un peu français à l'école, avec un accent dont vous n'avez pas idée. Et puis, ma langue maternelle est devenue le français. J'ai pas oublié l'espagnol, hein, mais j'ai changé de langue maternelle. C'est quand même une monstruosité de changer de langue maternelle au cours de sa vie. Et je suis devenu bilingue. Mais bilingue, je dis bien bilingue. Hein, il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Bon, c'est bien. Bilingue, c'est une fluidité parfaite dans les deux langues. Et c'est un cas, c'est dérangeant. Moi, je dis qu'un bilingue est un hermaphrodite. On ne sait pas trop ce qu'il est, quoi. S'il est l'un ou s'il est l'autre. Je connais un autre exemple, j'ai connu un autre exemple, c'était mon grand ami Jorge Semprún, Georges Semprún, comme on dit ici, qui avait 3 langues maternelles, si je puis dire, qui était trilingue, espagnol, français, allemand. Et c'était très étonnant, parce que quand on le voyait dans un contexte, on n'imaginait même pas qu'il puisse être aussi fluide. Fluide, ça ne veut pas dire connaître les mots et les exceptions et l'orthographe. Voilà, c'était quelqu'un qui pouvait comprendre l'humour allemand. Vous vous rendez compte de ça? Comprendre l'humour allemand. De plein pied avec des intellectuels allemands. Et pareil, évidemment, en France ou en Espagne. Ça, c'est un phénomène, c'est une richesse et c'est en même temps un trouble. Comme on dit, un trouble dans le genre, un trouble dans la langue. Oui, mais vous avez plusieurs langues devenues maternelles, mais vous n'avez pas plusieurs mamans, c'est ça le problème. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui arrivaient, et la question que je leur posais, c'était quel est le mot de ta langue maternelle qui te manque le plus en français, et quel est le mot du français qui te paraît le plus étrange. Et là, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est une manière d'acquérir plus d'une langue que de réfléchir à ce qui vous manque le plus dans votre langue. Je voudrais pas. J'ai entendu tout ça. Je suis là. D'accord. J'ai travaillé beaucoup aussi avec Madame Bégel et avec des enfants de toutes ces classes. Moi, j'ai un grand auteur qui est votre collègue à l'Académie française, qui est Dany Laferrière. Dany Laferrière dit: on ne communique bien qu'avec des gens qui n'ont pas la même langue. Donc, on va chercher dans cette non-codage tout ce que c'est que la communication et comment je vais trouver des signes. Je suis dyslexique, incapable d'apprendre une autre langue que ma langue. Je suis donc en permanence en train de... Il y a des mots qui m'arrivent, je ne sais pas où ils sont, c'est très chaotique. Et en même temps, je suis très passionnée par la langue, passionnée par les univers de toutes les langues. Tous ces enfants qu'on a rencontrés, nous on les a emmenés au musée, on a fait des tas de choses avec eux. Mais dans tout ce que j'ai entendu des gens qui parlaient comme des académiciens lettrés et non pas comme des humains en appétit de ce que l'autre a envie de nous dire ou qu'on a envie de recevoir de l'autre. Voilà. C'est hors sujet, mais pour moi, c'est capital ce que je dis. Excusez-moi, vous êtes en train de dire que nous avons parlé comme des académiciens? J'ai reçu ça un peu comme ça. Ah bon? Parce que, si vous voulez, je n'ai pas tous les codes que vous avez. J'ai d'autres codes, d'autres références. J'ai fait avec Madame Bégel des groupes philo dans des quartiers avec des enfants, où Madame Bégel parlait avec sa propre langue, bien entendu. Et tout ça, c'était, on attendait les mots qui viennent. Et les mots qui venaient, parfois, ils étaient beaucoup plus beaux que les mots qu'on aurait pu mettre dans une grande langue. Ou bien, on allait dans des musées, et j'ai été une des premières à dire aux enseignants qui faisaient des langues étrangères, laissez-les donner leur émotion dans leur propre langue. Ah oui? Après, vous parlerez du français. Après. On est d'accord? Mais Voilà. je vois pas où est le... Là, je pense que vous nous faites... Enfin, moi, je me sens irritée par le procès que vous faites. Eh bien oui, parce que quand je ne comprends pas sur quoi vous vous appuyez pour dire ça. Parce que, si vous voulez, je travaille aussi avec des enfants de style les papotins. Tous ces gens qui ont un autre mot, un autre monde, et tout ce que vous avez dit. Moi, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. J'apprends des choses. Mais je parle du marseillais, par exemple. Hein, le marseillais. Il y a plein... À quoi ça sert de parler? À quoi ça sert?
Ça, c'est une grosse Eh question, bien, bien madame. sûr. À quoi ça sert de parler? Et à qui et pourquoi on parle? Combien, moi, j'ai vu de gens essayer de... Et puis d'un coup, il y a un mot qui vient. Ah, dans les classes, vous arrivez, il y a un garçon qui arrive là et qui fait le Zorro, qui fait le why dans la classe. Et les autres disent, madame, lui, ne parlez pas, il est trop con, lui. Eh ben, il n'empêche qu'à un moment donné, c'est lui qui trouve le mot juste. C'est lui. Voilà. Je crois qu'il y avait une question là. Alors, oui, une intervention qui va peut-être être complémentaire à cette réaction de madame, et puis peut-être aussi en référence à votre expérience dans ces fameux ateliers d'écriture, d'apprentissage d'une langue, etc. Donc, je voudrais simplement, avant ce temps d'apprentissage d'un enfant étranger, dans vos ateliers, il y a un temps. C'est lorsque l'enfant ne maîtrise pas la langue du pays d'accueil. Et là, c'est compliqué, ça devient compliqué, puisqu'on est quand même en situation d'échanger et de communiquer. Je voudrais rappeler une expérience que j'ai vécue dans un atelier d'écriture slam. On était avec un animateur et moi-même je l'accompagnais pour essayer de travailler l'expression des enfants qui étaient plutôt en situation sociale, familiale, en difficulté et marginalisés dans le collège. C'est pour ça qu'on avait fait appel à nous. Et donc, on leur a demandé, avec un stylo et un papier, d'écrire quelque chose par rapport à leur vie, leur situation. On partait vraiment de ras les pâquerettes. Et était là un primo-arrivant, un jeune enfant primo-arrivant. Et donc, les enfants ont écrit une histoire, une petite histoire, etc. Lui, il a écrit dans sa langue. Il était arménien. Il arrivait à Valence. Il était donc en 5e, 6e ou 5e. Et il a écrit quelque chose en arménien. Mais au moment d'échanger et de parler, le logos, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les enfants ont lu leur papier, mais nous, on ne pouvait pas le lire, le sien. Donc cet enfant a chanté son texte. C'était une chanson par rapport à son pays, son voyage, sa famille, etc. Et je peux vous garantir que nous avons tous compris ce qu'il voulait nous dire à ce moment-là. Donc ma question, si on pourrait essayer de formuler une question avec cette question de l'émotion, le langage de l'émotion, est-ce qu'il est constitutif ou pas de l'apprentissage d'une langue? Voilà ma question. Mais sûrement. Moi, j'ai jamais fait d'atelier d'écriture. Hein. C'est pas du tout de ça dont je parlais. Je parlais d'une question comme ça, posée à tout le monde, y compris à des personnes, enfin tous ceux qui voulaient répondre. Et donc, pour moi, la réponse la plus claire dans quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus, c'est une femme arabe qui a écrit un mot et qui a dit, vous comprenez pourquoi? Parce que ça veut dire je l'aime à vouloir mourir avant lui. Comment voulez-vous que je dise ça en français? C'était en un seul mot arabe. Bon, donc si vous voulez, on parle pas tout à fait de la même chose. Et bon, mais je suis complètement d'accord que l'émotion fait partie de la langue. Ben bien sûr. Et il y a notamment, j'ai vu un petit film fait dans une classe d'accueil que je trouve absolument merveilleux, qu'on a d'ailleurs montré, que j'ai montré à la Vieille Charité, à l'exposition sur les objets migrateurs. C'est des enfants qui commencent tous par la même phrase. Ils disent « Je regardais le ciel, j'attendais qu'il pleuve, comme je fais toujours. Et je me souvenais. » Et à ce moment-là, vient naturellement une phrase dans leur langue. Et ensuite, ils se mettent à parler français très mal, avec leur accent et en explicitant ce dont ils se souviennent. C'est bouleversant. C'est extraordinairement beau. Donc, bien entendu que l'émotion fait partie d'une langue et les sensations font partie d'une langue. Tout le monde est d'accord, je crois. Certains disent qu'on parle moins bien qu'avant, que quelque chose de la langue se perd progressivement. Je pense par exemple à l'écrivain Pierre Bergougnoux dans ses carnets de notes qui déplore que quelque chose comme ça de l'expression de la langue française se perd. Il remarque ça chez ses élèves, ou il remarquait cela chez ses élèves, ou il remarque cela dans les gens qui parlaient dans le métro. Donc je voulais savoir si vous pensiez la même chose.
Et un petit exemple rapide, je suis tombé sur une interview de Mitterrand il y a longtemps, et j'ai été frappé, des années 70 sûrement, j'ai été frappé de deux choses. D'une part, il parlait très lentement par rapport à aujourd'hui, et je trouvais qu'il formulait quand même des phrases très bien composées, structurées grammaticalement. Il y a des niveaux de langue. Il y a des niveaux de langue, et s'il parlait comme un président de la République ou comme De Gaulle dans ses discours, ça m'étonne pas que ça soit, vous voyez, très bien formulé. Il y a des niveaux de langue, c'est sûr. Maintenant, si vous me demandez, enfin, par rapport à votre première question qui est, est-ce qu'on parle moins bien qu'avant, j'aurais envie de dire que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, vous voyez. On parle autrement, on est en prise sur un autre monde, sur un monde qui avance ou qui recule, j'en sais rien, enfin en tout cas qui diffère, et on parle un peu différemment, et on est nous-mêmes dans une société un peu différente. Bon, il me semble, je n'ai pas envie de dire qu'on parle moins bien qu'avant. On écrit toutes sortes de français, on parle toutes sortes de français, et le rap est un français passionnant. Les SMS sont un français qui, moi aussi, que je trouve aussi passionnant. Et c'est pas moins bien, c'est autrement. Est-ce que je peux ajouter qu'il me semble qu'il y a deux questions différentes dans cette affaire. Il y a d'abord la question de l'évolution des langues. Je dis toujours pour faire sourire que aucune maman gauloise ne s'est réveillée un jour en disant ah tiens c'est drôle, mais mon fils parle gallo-romain, il ne parle plus gaulois. Ça s'est pas fait comme ça. C'est pas il n'y a pas eu une rupture tout à coup. Les langues, sauf quelques cas très particuliers, mais les langues évoluent. Et ceux qui ont mon âge savent qu'on ne parle plus aujourd'hui comme on parlait il y a 70 ans. En 70 ans, la langue a vraiment évolué. D'abord les néologismes, évidemment, pour désigner des réalités techniques qui n'existaient pas dans mon enfance, mais même parce que des modes, des courants linguistiques, des phonèmes qui ont disparu. Vous savez, des oppositions qui ne se font plus. Un. Plus personne, parmi les jeunes, ne distingue un brin d'herbe et un beau brun. C'est dit pareil. Il y a d'autres exemples. Les pattes et les pattes et la patte. Bon, cette distinction n'apparaît presque plus. Bon, ça, c'est l'évolution des langues. Certaines distinctions sont remplacées par d'autres. Certains mots sont remplacés par d'autres. Certaines tournures syntaxiques, perçues comme fautives il y a une génération, ne le sont plus aujourd'hui, et vice-versa. L'autre question, c'est la question on va le dire brutalement, du niveau scolaire. Est-ce que le niveau scolaire a baissé? Est-ce que les gens lisent moins bien, écrivent moins bien au sens où il y aurait une baisse de la profondeur, de la diversité, de la nuance, du sens de la nuance. Je réserve ma réponse, parce que le sujet est complexe et que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je dis simplement, ce sont deux questions différentes. Ouais. Moi, j'ai toujours envie de dire, c'est autrement. C'est pas moins, c'est autrement. J'ai toujours envie de dire plutôt ça. J'ai envie d'entraîner les choses de ce côté-là, d'autant plus que je suis à l'Académie française et où on a tendance à dire c'est moins. Non, c'est autrement. Oui, je voudrais apporter un témoignage personnel. J'ai appris plusieurs langues, certaines au lycée, d'autres à l'université, d'autres encore en lisant, en regardant des films et en voyageant. Et je voudrais dire à quel point apprendre une langue étrangère, c'est une aventure excitante. Parce qu'une langue, c'est à la fois une terra incognita, mais c'est aussi une matrice nourricière dans laquelle on va pouvoir se lever. Une langue, elle va nous aimer, elle va nous cajoler, elle va nous protéger. Elle ne nous décevra jamais, elle ne nous trahira jamais. J'ai eu une longue pratique de traductrice simultanée. Je voudrais dire à quel point j'ai pris beaucoup de plaisir et d'intérêt à passer d'une langue à l'autre et combien j'ai appris beaucoup sur moi-même en traduisant d'une langue à l'autre sans passer par le français qui est ma langue maternelle. Pour moi, ça a été un enrichissement profond. Et je terminerai par un très beau proverbe turc. Je parle le turc et j'ai vécu longtemps en Turquie. Et les Turcs ont ce très beau proverbe qui dit « Si tu parles 5 langues, alors tu es 5 individus ».
question ici. Pardon. Oui. Je commencerai juste par cette remarque. Ici, je n'ai pas pointé le nombre de fois que chacun des locuteurs a utilisé l'adjectif passionnant. Passionnant. Mais oui, les langues sont passionnantes, bien évidemment. Elles sont passionnantes parce qu'elles ne sont pas que des langues. Elles parlent, elles bavardent l'humain, elles confient l'humain, elles nous révèlent l'humain. Quand j'ai appris l'espagnol, j'ai été très surprise la première fois que, je le dis parce que aujourd'hui, je me suis fait arracher une dent. Et en espagnol, on dit me duelen los dientes. Les dents me font mal. Alors qu'en français, on dit j'ai mal aux dents. Mais juste la différence, non pas de point de vue, mais de, on dira, d'éclairage dans la formulation, parle de l'humain. L'espagnol voit les choses autrement que le français. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais c'est tellement ce petit espace-là qui bavarde de l'humain, qui parle de l'humain, qui est véritablement l'aventure des langues. Et je suis tout à fait d'accord quand vous dites que les langues nous aiment. Elles, bien sûr qu'elles nous aiment, mais on est obligé de les aimer. Et écoutez-vous parler, vous avez tous parlé avec l'adjectif passion. Elles sont passionnantes. Moi, je dirais elles sont fabuleuses parce qu'elles racontent des tas de choses. Et c'est ces choses-là que j'aime et que j'essaie d'aller fouiller, notamment dans les patois. J'ai trouvé ça très réducteur parce que je travaillais avec un professeur d'université qui voulait qu'on relève des patois, enfin bref. Et bien sûr que c'était tout à son honneur parce que il était japonais et il s'intéressait aux patois savoyards, Rhône-Alpes, etc. Mais au-delà de ça, oui, on s'était aperçu en fait que d'un village à l'autre, parfois ils ne se comprenaient pas. Ils ne se comprenaient pas parce que précisément, il y avait ces petites nuances qu'ils ne pouvaient pas percevoir. Pour terminer, je dirais que j'ai une chance extraordinaire. J'ai épousé un homme qui est libano-syrien, né au Sénégal, donc il parle le Wolof couramment, et qui est français. Et en fonction de l'homme que j'ai en face de moi, certaines fois, quand je ne le comprends pas, j'ose lui demander, mais c'est lequel qui me parle? C'est le Libanais, le Français, le Sénégalais, le Syrien? Et en fait, on se rend compte que parfois, sur des malentendus, il suffit d'un petit mot et de cette nuance qui est derrière pour faire tout le chemin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci à vous. Il y a une question là. Merci. Je voudrais vous demander si on sait dans quelle langue on rêve ou dans quelle langue on pense. Je suis né comme vous au Maroc, à Casablanca, et j'ai une langue maternelle qui est l'arabe. Ma mère ne sait dire que bonjour et madame, pour dire madame et bonjour. Par contre, j'ai une langue paternelle où mon père était francophile. Il a étudié, il travaillait avec l'administration française et donc il parlait très bien français. Et donc on grandit dans un pays où le français est très présent. Et donc la langue paternelle, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais on était presque une langue maternelle, le français comme vous, un petit peu, parce que les magasins, les rues, tout était en français. Quand on ouvre la télé ou quand on ouvre la radio, on écoute en français. Bref, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien entendu. Et c'est l'objet un petit peu de ma question. Là, quand je lis en arabe, je vois même des expressions françaises, pas des mots, des expressions françaises, ce qui est mieux encore, qui sont traduites, qui ne sont pas dans la culture arabe, mais des expressions. Et ça se multiplie. Et ma question, messieurs, dames, il y a ce flirt qui existe entre les langues. Il y a beaucoup de mots étrangers qui ont fait le français, et puis il y a ce flirt entre les langues. Et quid de ces langues-là, si ce flirt qui est peut être sous domination, par exemple tout ce qui est sciences et techniques, le vocabulaire sciences et techniques, on a arabisé dans certains pays comme le Maroc, l'Algérie, le Maghreb, puis on a francisé, puis on a arabisé. On ne sait plus quelle langue utiliser dans ce monde moderne. Et bien entendu, c'est la domination des sciences et techniques qui fait que, parce que l'arabe est très riche. Tout à l'heure, on a parlé de l'arabe et le Coran, effectivement. L'une des époques les plus riches en poésie arabe, c'est l'époque anté-islamique. Dans la poésie arabe, en arabe. Bon, il y a beaucoup de poètes très connus, anté-islamiques, dont avant l'islam. Donc ça n'a rien à voir avec le Coran. Et bien sûr, ça joue un très grand rôle, hein, dans le maintien, dans le développement, dans tout ça.
c'est important. Voilà, mes questions portent sur ce flirt entre les langues et la capacité qu'on a à défendre une langue, sachant que c'est l'économique, c'est le développement de socio-technique qui va à un moment donné, comme l'anglais a une domination internationale, est-ce que le français, l'anglais et d'autres langues ne vont pas dominer parce qu'elles dominent culturellement et elles dominent économiquement? Moi, j'aurais tendance à répondre deux choses. La première chose, c'est qu'une langue, c'est toujours fait d'import-export. Ça, c'est génial. Une langue, ça importe et ça exporte. Le français est peut-être la langue qui a le plus exporté de mots, mais elle en a importé un paquet. Bon. Et la deuxième chose, c'est que vous avez bien raison. Le problème, c'est quand on oublie un pan de langue. C'est-à-dire que si, par exemple, moi qui étais au CNRS très longtemps, à un moment donné, on m'enjoignait de n'écrire qu'en anglais, simplement pour qu'on monte dans les vous voyez, ranking. Bon, donc il fallait écrire en anglais. Ça, c'est épouvantable. C'est-à-dire que du coup, on désactive un pan de vitalité de langue. Et vous avez tout à fait raison. La technique et la science, ce sont des pans de langue qu'il ne faut absolument pas désactiver. Donc, il faut essayer d'importer si besoin ou d'inventer. C'est ce que font, par exemple, j'ai pas mal travaillé avec Dakar. On voit bien comment à la fois on importe et on invente. Oui, je voulais reprendre la définition de la langue que vous disiez tout à l'heure, à savoir que c'est la vision du monde, chaque langue. Et il me semble effectivement que c'est dans la rencontre des visions que le monde se construit. D'où la menace actuelle de construire des babels avec une seule langue. Je pense que c'est la menace sociétale d'aujourd'hui que l'on vit, notamment ici. Vous voulez dire avec l'anglais ? Avec quoi? Avec politiquement un langage qui s'inscrit avec l'extrême droite, par exemple, avec les mots qui sont choisis. D'accord. Ça, c'était... Moi, je voulais revenir au thème du débat où il était évoqué que la pénurie de mots engendre la violence, et je trouvais que c'est vrai l'illettrisme, par exemple, on voit comment ça provoque de la violence de façon importante, et peut-être qu'aujourd'hui le manque de mots et la perte d'un certain langage aussi favorise ça. Et j'avais une question, c'est que je trouve il y a beaucoup de Français qui ne parlent qu'une langue, et par contre, on a une communauté maghrébine qui parle très bien deux langues. Alors, est-ce que, justement, il y a une différence, et puisque vous dites que parler plusieurs langues serait un gage de tolérance et de culture, qu'en est-il de cette communauté importante? Et c'est peut-être pas français. Qu'en est-il des gens qui ne parlent que français? Non, mais on a beaucoup de Français qui parlent l'arabe. Est-ce que, je crois pas que ça suffise pour faire qu'ils soient mieux intégrés, plus ouverts. Est-ce que parler plusieurs langues, c'est vraiment un gage de quelque chose? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que je pense que parler plus d'une langue, ça fait du bien. C'est-à-dire que ça fait du bien parce que ça vous permet de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs points de vue. C'est tout. C'est en ce sens que je le dis. Pas... Dans la pratique, est-ce qu'on vit ça? Je suis tout à fait d'accord, j'ai bien compris, mais ça, il me semble que c'est théorique. Et est-ce qu'il y a des études? Parce que à Avignon, il y a des grandes cités où il y a beaucoup de jeunes qui parlent très bien l'arabe. J'ai pas l'impression que malheureusement ça leur permette d'accéder à une autre culture, que ça les rende plus ouverts. Au contraire, il y a une opposition et donc je sais pas, pratiquement, je me demande est-ce qu'il y a des études là-dessus?
Non, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais vous l'étudiez vous-même là, vous le vivez vous-même. Plus d'une langue, ça ne suffit pas pour rendre ouvert et intelligent ou pour ouvrir l'esprit. Ce que je dis, c'est que il y a une chance de plus, me semble-t-il, quand on peut changer de point de vue. Voilà, c'est tout. Alors, je dis rien de plus. Hein. Je dis que plus d'une langue permet de ne pas croire qu'on est le seul à voir le monde. Je ne dis pas que 2 langues suffisent à ça, malheureusement. Moi, je suis entièrement d'accord avec Madame Cassin. Prenez un migrant qui arrive et qui ne parle que sa langue, quelle qu'elle soit. Il ne parle que sa langue. Les conditions nécessaires ne sont pas les conditions suffisantes. Il ne suffit pas qu'il apprenne le français en arrivant pour qu'il puisse tout à coup s'épanouir intellectuellement, artistiquement, etc. Mais je crains que ce ne soit quand même une condition nécessaire. À partir du moment où il va acquérir plusieurs points de vue sur le monde, il va pouvoir s'ouvrir. Et en tout cas, tous les gens que je connais qui ont suivi cette évolution s'en sont bien trouvés. Mais certes, vous avez raison, ce n'est pas une condition suffisante. Quant à pardon, juste un mot sur la question de Madame. C'est pas un phénomène nouveau. Hein. Depuis Orwell, on sait ce que c'est que les 9 langues. Depuis Clem Perer et la lingua tertii imperii, on sait comment l'idéologie nazie a fabriqué une langue presque artificielle où les mots ne signifient plus ce qu'ils signifiaient dans la langue naturelle, mais autre chose, voire son contraire. Peut-être une dernière question parce que Madame Cassin a un train à prendre malheureusement. Merci beaucoup pour vos présentations, vos interventions, c'est par ici. Et je travaille comme intervenant pour une association qui s'appelle Doulala, d'une langue à l'autre. Et c'est très intéressant de voir justement dans les visages des enfants, quand ils voient les langues qu'ils parlent et qui sont connues par les autres enfants à l'école. On vient d'avoir une université d'été la semaine dernière où il y a une graphiste qui nous a présenté un projet auquel elle a travaillé pour la région d'Île-de-France, notamment pour le nouveau métro. Et il essayait de faire passer des nouvelles langues justement parce que ces langues n'ont pas leur place dans l'espace public. Et malheureusement, il n'a pas eu la décision politique de faire entrer cette langue dans cette possibilité de donner de la visibilité. Donc je pense qu'il y a l'usage, et il y a la norme, mais il y a aussi la politique. Et c'est pour ça, je pense que Madame aussi, qui m'a précédé dans la question, elle n'arrive pas à voir comment cette théorie rentre dans la pratique. Qu'est-ce qu'il manque justement pour donner la visibilité à ces langues qui sont parlées? Vous avez dit l'arabe, la deuxième langue parlée en France, on la voit pas dans l'espace public. Qu'est-ce qu'il manque? Volonté politique. Vous avez raison. Dès qu'on touche à la langue, c'est politique. Donc, oui. Voilà. Merci à Barbara Cassin d'être venue jusqu'à nous pour ce dialogue. Et merci à vous pour votre présence.